frais et caféiné, a eu le temps de discuter un peu avec les uns et les autres, que toutes les discussions déjà depuis ce matin, ça a un petit peu commencé à décanter. On va continuer à creuser sur plusieurs sujets liés sur la question des migrations, du développement, de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et pour cela, j'aimerais lancer la seconde table ronde, donc en invitant à nouveau Awa comme modératrice de cette table ronde, et également Maxime Sareva, responsable du pôle éducation de la Ligue de l'enseignement, c'est la Fédération du Nord, également le président de l'association Esprit d'Ébène, Mams Yafa, s'il vous plaît, également la chargée de mission Ville Inclusive à Clermont-Ferrand, Chantal Charade, et puis la présidente de l'association des jeunes de Djéol en France et conseillère municipale de Noisy-le-Sec, Dienaba Si. Merci à tous de vous joindre à Awa sur la table ronde. Sans plus tarder, on va démarrer cette deuxième table ronde. Bonjour à tous et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à cette table ronde qui est intitulée En quoi l'éducation, qui est intitulée Mieux comprendre les migrations pour agir. En quoi l'éducation aux migrations et à la solidarité internationale qu'on regroupe sous le terme de l'EXI. Donc quand vous nous entendrez parler d'EXI, on fait référence à l'éducation, migration et à la solidarité internationale. Donc en quoi l'EXI est un levier d'insertion et de cohésion sociale pour les territoires. Donc aujourd'hui, nous nous pencherons sur la puissance transformatrice de l'éducation comme outil pour non seulement démystifier les réalités des migrations, mais aussi renforcer la solidarité internationale. Nous explorons ensemble comment, en approfondissant notre compréhension collective des enjeux migratoires, nous pouvons favoriser une intégration plus harmonieuse et construire des communautés plus unies et résilientes. Notre discussion se concentrera sur les moyens par lesquels l'éducation, l'EXI, peut servir de catalyseur pour une meilleure inclusion sociale et une plus grande cohésion au sein de nos territoires diversifiés. Alors pour démarrer ces échanges, je vais me tourner vers Chantal Charade. Vous êtes chargée de mission Ville inclusive à Clermont-Ferrand. Ma question pour vous, c'est quel témoignage pouvez-vous apporter sur la réalité de l'impact positif de l'EXI à Clermont-Ferrand? Ça fonctionne, oui. Bon, merci beaucoup déjà de cette invitation. Je suis vraiment très fière et très enthousiaste à participer à ce colloque aujourd'hui. Moi, je vais parler du point de vue de mon métier. Depuis 2019, je travaille donc au sein de la collectivité de la ville de Clermont-Ferrand sur un sujet qui était pas commun, on va dire, à la collectivité, celui d'intégrer et d'ouvrir nos politiques publiques au phénomène de migration et de le faire de façon stratégique, bien sûr, pour l'avenir, mais aussi de l'intégrer et de le porter au titre de la politique du maire. Voilà. Donc, je vais juste, pour vous... C'est une volonté très forte du maire de Clermont-Ferrand. Donc, je vais vous citer son nom parce que tout de suite, ça va résonner. Il s'appelle Olivier Bianchi. Donc Olivier, bien sûr, il est issu aussi de la migration, donc c'est ses propres origines. Donc c'est quelque chose qu'il portait fortement dans sa première campagne. Il est dans son deuxième mandat et on est effectivement dans une deuxième étape, on va dire, de ce portage.
Donc concrètement, comment on l'a réalisé ? On a signé, on s'est engagé dans le cadre avec la DIER, la Direction interministérielle de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. On a signé un contrat territorial d'accueil, d'intégration d'intégration et des territoires. Voilà. C'est CTAI, voilà, en 2019. Donc, quand on a fait cette démarche-là, peu de villes avaient signé. On était la 4e ville à signer. Donc, aujourd'hui, on est 45 villes, métropoles, même une région, même un département qui ont signé. Donc, il y a une force, des forces vives et des convictions. Vous avez été des pionniers, vous avez donné l'exemple et l'envie aux autres de vous suivre. Voilà, on a fait partie de ça, oui, effectivement. Pas évident, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, de porter cette envie d'être une ville accueillante et de la défendre. Il faut une énergie politique forte et on est effectivement dans beaucoup de débats qui sont compliqués. Donc le maire a souhaité effectivement de créer un service autour de ce sujet et puis d'avoir une déléguée qui porte ce sujet. Donc elle est adjointe et elle porte son titre, c'est l'accueil des nouvelles populations. L'idée vraiment c'est d'avoir quelque chose d'assez ouvert. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que moi j'ai travaillé. Alors, c'était une politique nouvelle, je vous le disais tout à l'heure, qui n'était pas du tout portée. Enfin, le droit des étrangers, c'est régalien, c'est pas du tout les collectivités qui portent ça. Donc, on ne connaissait pas les acteurs qui la portaient et on ne connaissait pas le public non plus. Donc, il fallait effectivement trouver la solution de comment on rentrait dans cette sphère-là et comment on se mettait en lien avec tous. Donc, on a mis en place tout un travail pour rejoindre les acteurs. Donc, on a à peu près 70 acteurs aujourd'hui qui travaillent avec nous en réseau. Comprendre ce qui était déjà porté par les politiques publiques de droit commun, qu'est-ce que nous, on pouvait rajouter sans se substituer à l'État, puisque c'est bien une politique d'État. Et puis, la deuxième porte d'entrée, c'était de se dire, mais on ne peut pas parler d'eux sans eux. C'est-à-dire que pour nous, très important, c'est que les réfugiés, les primo-arrivants fassent partie de ce contrat et qu'on puisse entendre leur voix, qu'ils participent à l'élaboration des opérations et des actions qu'on pouvait mettre et qu'ils soient intégrés à cette politique. Donc on a 2 axes. Effectivement, travailler en réseau avec tous les porteurs de ce sujet et puis travailler avec un groupe fort. Donc on a alors on est 3, donc Clara Déa qui est avec moi aujourd'hui, et puis on a une chercheuse qui travaille avec nous sur une cohorte de réfugiés primo-arrivants et qui effectivement fait en sorte qu'on les entende et on s'inspire de ce qu'ils voient, de ce qu'ils sentent et de ce qui se passe pour eux. Justement, quelles ont été les actions que vous avez menées dans cette direction ? Voilà. Alors, plein d'actions, parce que plusieurs axes, mais je vais particulièrement vous parler d'un axe qui nous paraît très important, parce que dans le diagnostic, on a sorti effectivement un certain nombre d'axes. Ce qui nous est apparu assez vite, c'est que l'accueil des enfants allophones et de leurs familles à l'école était difficile, complexe, pas réussi, avec plein de freins. Donc oui, effectivement, nous, au niveau de l'école maternelle, de l'école élémentaire, ça nous paraissait aussi absolument important de travailler ce sujet. Donc on a travaillé donc, dans le cadre du projet Odyssée avec l'Invita sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Donc on a fait un peu la même démarche, c'est-à-dire on a ciblé 3 écoles un peu symboliques où il y avait beaucoup d'enfants allophones. Et on a fait un diagnostic. On a travaillé sur des outils ensuite, parce qu'on a quand même compris très vite qu'il y avait alors il y a des freins, bien sûr, de langage
langage, donc il y avait un besoin d'interprétariat absolu pour que les parents puissent se faire entendre, ou en tous les cas qu'on puisse les entendre et qu'ils puissent communiquer avec les instituteurs. Mais c'était pas que ça. On sentait aussi qu'il y avait d'autres choses à faire. Donc on a travaillé sur une cartographie pour effectivement permettre à ces familles de comprendre que, alors, qu'ils aient des papiers, qu'ils n'en aient pas, qu'ils soient en demande d'asile ou qu'ils n'aient plus du tout ce chemin-là, puissent voir concrètement sur la ville à quoi ils pouvaient avoir droit, quelles étaient les possibilités pour eux de profiter des services de la ville. Donc on a fait cette grande cartographie, c'était un travail laborieux, mais en tous les cas qui sert aujourd'hui. Quand les familles arrivent, elles ont une vue de ce qui se passe. Et puis la compréhension des parcours migratoires qui, pour les Clermontois, n'était pas simple. Qui agit, où est-ce que ces familles sont accueillies dans un premier temps, puis dans un second, comment ça se passe. Donc on a fait aussi un chemin de l'exil, avec concrètement par où toutes ces familles passaient, pour que les acteurs se connectent, parce que souvent c'est très tronçonné, ils ont un petit bout de chemin à faire avec eux, puis après, on ne sait pas bien ce qui se passe, donc voilà, on a fait ça. Et puis, on s'est dit, non, mais on ne peut pas s'arrêter là, parce que là, on a créé des outils, c'était intéressant, voilà. Mais on avait aussi l'envie que les gens s'engagent sur ce sujet, voilà. Et donc, on a travaillé dans un troisième temps, qui était le plus fort pour nous, c'est de mettre en place un prix, le prix GEM. Donc avec qui donc on a fait ça avec effectivement l'Anvita, le GRDR, mais aussi la Ligue de l'enseignement, je ne sais pas s'ils sont là. Et oui, tu es à côté de moi, bien sûr. Voilà, excusez-moi. Et voilà, donc du coup, on a fait, on a monté cet appel à projet et puis travaillé. Alors l'idée, c'était vraiment que les associations, les services de la ville, parce que à l'intérieur de cette ville, il faut aussi qu'on s'approprie ce sujet, qu'on tombe un peu les barrières, qu'on travaille différemment. Et donc, on a travaillé avec des associations un peu emblématiques, le Secours Populaire, qui a proposé donc un projet autour d'une création artistique faite avec des personnes issues de la migration. Et puis, et avec eux, donc effectivement, c'était intéressant. Ensuite, on a travaillé avec une association d'étudiants sénégalais. Donc, effectivement, tout à l'heure, j'étais assise à côté de quelqu'un qui arrive de Dakar et on a tout de suite parlé de Clermont-Ferrand. Donc, je vois bien que la ville accueillante de Clermont-Ferrand, c'est vraiment dans son ADN, puisqu'on a parlé de gens de la famille qui est arrivée en 66, si j'ai bien compris. Voilà. Donc voilà, on a une tradition à Clermont-Ferrand d'accueillir quand même. Donc cette association d'étudiants sénégalais, ils ont travaillé une pièce de théâtre aussi pour parler de la migration autrement. Et puis dépasser un peu ces perspectives négatives autour de la migration. Et puis ensuite, 2 autres projets qui ont été portés avec des groupes de jeunes dans les centres sociaux. Ça nous tenait à cœur que les centres sociaux s'approprient ça aussi et soient acteurs là-dedans. Donc un projet de BAFA humanitaire, faire en sorte que les jeunes des quartiers puissent aller aussi voir ailleurs ce qui se passe et aussi en faisant ce geste-là déconstruire leur représentation. Et puis un groupe de jeunes filles marocaines d'origine donc avec cette double culture et donc qui sont allées faire qui ont porté un projet humanitaire sur des écoles au Maroc et qui sont venus redire au quartier ce qui s'était passé, comment elles l'avaient vécu, comment elles l'avaient ressenti. Et donc voilà, ça faisait partie du projet. Donc voilà, et nous on a installé ce projet dans une cérémonie un peu plus large. On a une cérémonie des talents, donc où chaque année on récompense ces jeunes qui s'engagent, ces associations qui s'engagent. Et le prix GEM, il y est inscrit et il reviendra cette année. Voilà. Nous on pense aussi que de l'événement, voir, montrer et faire avec, c'est important.
Merci beaucoup Chantal Charade pour ce témoignage. Et ça fait très plaisir de voir qu'il y a des villes actives en France et qui prennent ces sujets à cœur. Et d'ailleurs, ça me fait une belle transition vers Mam Siafa qui est à l'autre bout de la table. Donc Mam Siafa, vous êtes président de l'association Esprit d'Ébène, fondateur même de cette association. Et vous êtes adjoint à la mairie de Paris du 18e arrondissement. La question que j'ai pour vous, Mam, c'est en quoi vos actions ont été facteurs d'insertion sociale et professionnelle pour vos membres et au-delà? Bonjour à tous. Effectivement, alors je ne suis pas président, je suis juste fondateur de l'association qui a 25 ans cette année. Et donc pour revenir à vos questions, c'est que nous, quand on a fondé cette association, c'était une association qui se voulait être un relais entre jeunes de quartier et le monde notamment de l'entreprise. Parce que très vite, dans nos quartiers, on était confrontés à la problématique de stage et d'emploi. Et donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une découverte. Déjà dans les années 90, c'était cette problématique-là. Et on se retrouvait à avoir des stages de ce qu'on appelait la gestion de galère. En gros, on ne trouvait pas de stage, mais on allait faire les stages chez l'épicier, chez le boulanger du coin. On apprenait des petites choses, mais c'était plutôt pour passer du temps. Et quand les copains y sortaient, on rigolait. Et à partir de là, on a pris le taureau par les cornes et on s'est dit on va créer des partenariats. Et notamment, les premiers partenariats qu'on a tissés, c'était dans le monde culturel. Et on a permis à ce que des jeunes, notamment du quartier de la Goutte d'Or et des quartiers voisins, puissent aller faire des stages dans des entreprises culturelles, dans un temps 1. Après, ça a fait son cheminement. Aujourd'hui, on le voit avec ce qui se fait avec les déterminés, etc. Mais c'est vrai que c'était très difficile dans les années 90 pour trouver un stage. Et c'est encore difficile aujourd'hui, malgré qu'on soit en 2023 et on approche de 2024. Et il y a encore ces difficultés de plafond de verre. Très vite, on s'est orienté vers la solidarité internationale. Alors, comment on est arrivé en solidarité internationale? On s'est appuyé sur les associations villageoises. C'est-à-dire qu'il y avait nos parents qui s'étaient organisés au sein des foyers en mettant en place leurs organisations pour pallier aux besoins de leur famille, de leurs cousins, de leurs papas, de leurs mamans qui sont restés là-bas. Donc, nous, on a regardé ça du coin de l'œil. On s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tout notre argent, ils l'envoient au pays, nous on n'en profite pas. Mais on s'est dit, on va regarder ce qu'ils font et on va les accompagner. Donc on a organisé les premiers chantiers de solidarité en direction du Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire, etc., etc. En particulier, nous, en ce qui nous concernait, c'était la vallée du fleuve, l'axe Bakel, Célibabi et Caille, et notamment avec des associations donc villageoises et des associations comme l'APS et après très très vite le Haut Conseil des Maliens de France. On a organisé ces chantiers où on a affrété des avions avec bien évidemment Léo Lagrange à l'époque, Solidarité Laïque et d'autres structures pour organiser ces chantiers, mais qui étaient différents de ceux que nos parents avaient pu mettre en place. C'est-à-dire que eux, et c'est pas une critique, c'était d'abord la construction de la mosquée, ensuite c'était le centre de santé communautaire, l'école, et par la suite, ça pouvait être aussi d'autres missions de service public. Et en arrivant, en voyant ça, on s'est dit, ah ouais, finalement, ce qu'ils ont fait, c'est pas rien. Et nous, comment on peut apporter, justement, cette touche et cette vision jeune qui n'a pas été facile au départ. Et je crois qu'il y a un des tontons qui est dans la salle, qui a été progressiste d'ailleurs, M. Cissé qui est là. Il y a eu des confrontations parce qu'on n'avait pas les mêmes orientations. Et donc il y a eu ce problème intergénérationnel entre notre vision de jeunes Français issus de l'immigration qui voulaient faire des choses en Afrique et leur vision de migrants première génération qui sont arrivés en France et qui avaient des idées bien arrêtées sur ce qu'était le développement ou le co-développement parce qu'ils estimaient,
et peut-être à juste titre, qui connaissaient mieux les besoins de leur population. Et nous, on leur a démontré que oui, vous connaissez bien vos populations qui ont le même âge, mais par contre, vos jeunes, vos enfants et vos petits-enfants qui sont nés dans les villages, ils ont les mêmes aspirations que nous qui sommes ici. Parce que finalement, on regarde les mêmes choses, on a les mêmes codes, que ce soit les codes vestimentaires, que ce soit l'envie de faire du sport, l'envie de faire de la culture, etc. Et là, justement, il y a eu cette jonction qu'il a fallu faire, sur laquelle avec beaucoup d'autres, on a opéré à travers plusieurs organisations. Donc ça a été bien évidemment, moi, ma structure Esprit d'Ébène, ça a été très vite l'association Deuxième Génération qu'on a confondée avec beaucoup d'autres sur l'association des jeunes franco-maliens. Ça a été le FOGIM, où on s'est retrouvé avec les Guinéens, les Vietnamiens, les franco-marocains, franco-sénégalais, etc., etc. Et à travers, à chaque fois, des prismes divers. Voilà. Merci beaucoup, Mams. Et... Merci. Et effectivement, et je pense que Djeneba Si, vous êtes présidente de l'association des jeunes de Djéol en France et vous êtes également conseillère municipale à Noisy-le-Sec. Lorsqu'on entend Mams parler, je pense que ce sont des réalités aussi que vous vivez dans vos structures, c'est-à-dire admirer les parents qui sont les primo-arrivants, mais également apporter cette façon différenciante d'action que les jeunes peuvent mener. Et justement, en tant que présidente de cette association, comment sont perçues vos actions auprès de vos membres jeunes et quel lien avez-vous avec la Mauritanie, en tout cas les personnes et les territoires vers lesquels vos actions sont dirigées en Mauritanie? D'accord. Merci Awa pour ta question pertinente. Je vais essayer d'y répondre. Je tiens d'abord, avant de commencer, en fait, à remercier le président du GRDR, Jean-Marc Pradel, ainsi que son directeur, Olivier Masson. Je salue également tout le travail effectué par leurs collaborateurs, notamment Flora, avec qui je travaille sur le projet Graines de citoyenneté du GRDR, ainsi que Bernadette, en fait, avec qui j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur un projet du l'envol des cigognes, justement, l'écriture d'un article pour ce magazine. Donc, je tiens aussi également à dire que je suis ravie, en fait, et honorée, en fait, de pouvoir partager l'expérience, mon expérience personnelle vis-à-vis de la solidarité internationale. Je souligne aussi également le fait de pouvoir assister à une telle assemblée qui réunit les acteurs publics, privés, des associations et différents acteurs en fait, qui œuvrent pour le développement et la solidarité internationale et l'éducation à la citoyenneté. C'est vraiment quelque chose de très fort et puis qu'on ne retrouve pas très souvent. J'ai pu assister c'était le premier forum, je pense que c'était l'année dernière, à la Cité des Sciences, justement, où il y avait un débat sur ces questions-là, qui sont très intéressantes. On parle de migrants. Effectivement, tout à l'heure, j'ai pu entendre des interventions sur l'appellation, l'utilisation des mots à connotation, donc déconstruire certaines idées reçues par rapport à toutes ces thématiques. Et effectivement, on ne nous donne pas souvent la parole. Ça a été dit tout à l'heure, notamment par ma grande sœur Ndiaye Touré et d'autres qui ont dit tout à l'heure justement que dans les médias, justement, on n'entend pas parler des personnes dont on parle. On parle des migrants, on parle des étrangers, mais on ne nous donne pas la parole. Autre chose aussi également, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de communication sur ce qui est fait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait, le fait qu'il y ait des migrants qui sont arrivés depuis déjà, maintenant, on peut parler d'un siècle, plus d'un demi-siècle quand même, où on parle là notamment de migrants originaires de subsaharienne ou alors des migrants originaires du Maghreb. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et lorsqu'ils sont arrivés, les premières choses, ils se sont construits, ils se sont organisés et ont œuvré pour la solidarité ici et la solidarité internationale. Donc aujourd'hui, on a l'impression parfois
de découvrir, de dire ah bah oui, effectivement, bah, il y a des choses qui se font et tout, mais en fait, c'est des choses qui existent. Nous, on hérite, là, tu me posais la question justement de la fierté de ce que nos parents, et notamment Mams a rappelé, ce que nos parents ont mis en place ici en termes d'organisation, malgré leur contexte économique et social difficile, on peut que saluer et être honoré en fait de cet héritage-là qui nous laisse aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. En tout cas, on a la relève, on doit assurer justement cette relève-là. Donc, pouvoir avoir ces moments d'échange, de dialogue, de concertation, de coopération entre les acteurs publics, les acteurs privés, les associations, c'est essentiel. De pouvoir donner la parole aux migrants, aux personnes, les personnes concernées, c'est aussi essentiel. Une minorité, on peut dire aujourd'hui, c'est une minorité de personnes qui ont des préjugés négatifs sur ces populations-là, qui justement monopolisent le dialogue et l'opinion publique, jusqu'à en venir à, dernièrement, on a vu dans les médias, les résultats d'un sondage où on dit que 53% des Français ont peur de l'étranger ou des migrants. Je ne sais plus exactement le terme, mais c'était quelque part, c'était un peu ça. Excuse-moi, j'avais très peu de temps, peut-être que je prends un peu trop de temps. Non, pas du tout. Justement, je sais ça. Ma réaction va dans le sens de ce que tu es en train de dire, c'est que effectivement, on voit tout ce que tu viens de poser, et dans vos actions, en fait, notamment dans le cadre de l'association ou même dans le territoire de Noisy-le-Sec où vous œuvrez, quelles sont justement les initiatives, les actions que vous menez en termes d'éducation, en termes d'échange pour justement favoriser une meilleure insertion, une meilleure connaissance, une meilleure intégration pour justement découdre ces préjugés dont tu es en train de parler. Tout à fait. Donc, comme tu dis, donc les parents donc, se sont organisés, mené des actions de solidarité. Tout de suite, l'enjeu est venu, comme disait Mams tout de suite, la deuxième génération, la troisième génération. Nos parents ont quitté leur pays d'origine avec leur culture, sont arrivés sur un nouveau territoire qu'ils ne connaissaient pas, ont essayé de s'intégrer à leur façon, et je trouve qu'ils l'ont bien fait, même si on peut dire que quelque part, ici ou là, et c'est toujours là, on revient toujours au même, c'est toujours le fait divers ou alors le petit élément qui va être généralisé, extrapolé. Donc du coup, moi je reviens au fait qu'ils ont mené de grandes actions, de belles actions de solidarité ici et là-bas. L'enjeu est venu après, c'était comment transmettre. On arrive sur un nouveau territoire avec nos cultures, on s'approprie une nouvelle culture, et en plus de ça, on est géniteur, on fonde une famille d'enfants qui sont différents de nous, avec une autre culture. Donc aujourd'hui, nous, on assume totalement notre double culturalité. Et l'enjeu après de s'organiser, c'est que on se dit, on a toujours un point avec nos pays d'origine, avec nos origines. Et on a bien vu aussi, si on écoutait davantage les scientifiques, notamment dans les questions migratoires, et là je salue encore le GRDR, où tout à l'heure justement le président nous a rappelé l'historique du GRDR, c'est parti de scientifiques. Donc des scientifiques, donc si on écoutait aujourd'hui les résultats des scientifiques, les résultats des recherches, on verrait en fait que l'impact des migrations sur la société française est un élément positif et à encourager. Maintenant, par rapport à notre association en fait, qu'on a mise en place, qu'on a créée, on a fondé aussi avec d'autres jeunes originaires des Djéol, l'idée c'était pendant le Covid. Et donc, un peu coupé, voilà, on ne se voyait plus. Donc, en ligne, on a commencé à faire des échanges, des assemblées générales où on discutait tous ensemble. Et il y a eu cette idée de coordination internationale des jeunes Djéolois. Donc, du coup, le Covid, c'était mondial. Donc, partout, tout le monde était touché, avec une grande peur pour les populations les plus précaires, notamment en Afrique. Comment faire face, comment faire de la prévention face au virus qui s'amplifie, et puis le nombre de décès dus au Covid.
Et donc là-dessus, on s'est dit, on va monter une association de jeunes où nous allons mettre en place des actions de citoyenneté et de solidarité internationale, grâce notamment à des actions d'éducation populaire, où nous allons pouvoir s'entraider, échanger, et puis aussi mener des actions qui permettent d'aider les populations les plus vulnérables. Et aussi, il y avait un besoin ici aussi, c'était que le soutien scolaire. Donc les familles, les parents s'inquiétaient par rapport aux besoins pour l'enseignement. Et ça donc, rejoint un peu ce que vous disiez, Chantal, ce besoin justement d'aide par rapport à l'école, à la scolarité. Oui, voilà. Et donc là-dessus, on a pas mal d'enseignants, de jeunes étudiants au sein de l'association, et donc on a mis en place justement ce soutien scolaire en ligne. Donc ça nous permettait de garder un lien aussi, et puis aussi de pouvoir aider les jeunes. Et donc après, d'autres problématiques sont soulevées, notamment des problèmes d'orientation, des problèmes de recherche de stage, de créer un réseau pour voir comment aider les jeunes à trouver un stage, à développer davantage tout ce qui est le savoir-être dans le milieu professionnel. Et puis, donc on a mené ces différentes actions-là. Et après, on est sorti du Covid. Et donc, quand on est sorti du Covid, on s'est dit, oui, effectivement, pour un jeune, avec une double culture, c'est important de valoriser nos deux cultures. Donc, on valorise nos cultures comment ? Déjà, il faut commencer à bien connaître nos cultures. Donc, là-dessus, nous avons commencé à faire des sorties culturelles, musées à Paris, découvrir les monuments, etc. sur Paris. Et donc, j'ai rencontré, on m'a mise en relation avec Flora, grâce notamment à l'association des ressortissants de Géolois de France, donc une association que nos parents ont fondée pour faire depuis plus de 30 ans. Ils ont réussi également à faire une coopération décentralisée avec la ville de Noisy-le-Sec, avec la commune de Djéol, donc qui a permis, avec le GRDR notamment qui était leur partenaire principal, et le comité de jumelage, où ils ont pu mettre en place des projets de développement pour le village d'origine, avec des constructions d'écoles, centres de santé, des infrastructures de base pour la ville de Djéol. Merci beaucoup, Djeneba. Merci. Et effectivement, on a Maxime Sareva. Maxime, vous êtes responsable du pôle éducation de la Ligue de l'enseignement du département du Nord. Vous l'avez entendu dans les différents échanges, on parle beaucoup d'éducation, d'accompagnement, de formation, etc. Vous, votre structure est en plein dedans. Vous avez développé des outils pour diffuser l'EXI, l'éducation aux migrations et à la solidarité internationale. Comment est-ce que cela s'est fait concrètement ? Quels sont les bénéficiaires et comment est-ce que cela est utilisé, tout simplement ? Peut-être présenter en tout cas la Ligue de l'enseignement, puisque j'imagine que beaucoup de personnes connaissent dans la salle, mais je vais quand même le rappeler. Ce n'est pas une association d'enseignants, la Ligue de l'enseignement. C'est une association qui a travaillé, milité pour ce qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui est l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Donc ça a été fondé par un journaliste républicain, Jean Massé, en 1866, donc c'est un vieux mouvement d'éducation populaire qui au 19e siècle, qui au 20e siècle a été très ancré dans ce qu'on a appelé la guerre scolaire, la question entre l'école publique, l'école privée. Jean Massé, à la création de la Ligue de l'enseignement française, s'est inspiré de la création de la Ligue de l'enseignement belge qui avait eu lieu 2 ans plus tôt. Et les mots de Massé, c'était de dire que la Ligue ne s'occupe pas de politique, elle ne fait pas d'électeurs, elle ne fait pas les élections, mais elle fait des électeurs, elle fait des citoyens. Voilà un peu, si je devais résumer un peu ce qu'était la Ligue de l'enseignement dans son fondement politique.
Après, ça se décline aujourd'hui dans tout un tas d'activités d'éducation populaire, le droit aux vacances, toutes les activités d'éducation populaire autour d'une meilleure transmission de ce qu'est le principe de laïcité, tout un tas d'activités aussi de formation, un peu de formation professionnelle, un peu de questions d'inclusion par l'emploi, etc. Mais l'objet vraiment principal, ça reste la construction du citoyen. Et donc, effectivement, notre activité principale n'était pas de travailler sur cette question de l'éducation, la citoyenneté et la solidarité internationale, mais on s'est rencontrés avec le GRDR sur cette question dans un contexte où nous aussi, on avait une expérience assez longue autour de la question de la lutte contre les discriminations. On organisait dans les territoires des départements du Nord et du Pas-de-Calais, parce qu'aujourd'hui, je représente ces deux fédérations, le Nord et le Pas-de-Calais. On organisait des territoires où ce n'est pas neutre, où on a eu des poussées très fortes de l'extrême droite à diverses élections locales, etc. On organisait, nous, la fête de la fraternité, fête de la fraternité où on travaillait beaucoup avec les acteurs associatifs, avec les acteurs éducatifs, autour de qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils éducatifs qui sont les nôtres, autour de ces questions de lutte contre les discriminations, etc. Et donc le contexte dans lequel on a travaillé sur les formations dont je vais vous parler, parce que c'est l'outil qu'on a utilisé dans le cadre du projet Odyssée, sont les formations, c'est-à-dire comment on forme des acteurs qui ensuite demain vont travailler avec leur public, avec les jeunes avec qui ils sont, qui sont des éducateurs, des enseignants, donc des élèves, des jeunes qui viennent au centre social, etc. Comment on peut faire des actions autour de ces questions avec eux. Et donc le contexte dans lequel on a travaillé, nous, au départ, c'est d'abord un contexte qui ressemblait à notre travail sur la laïcité. C'est-à-dire, on avait la même problématique. On avait un objet qui était manipulé, qui était maltraité médiatiquement, politiquement, qui était disputé. On avait un objet qui était aussi en proie à un marché de l'information dérégulé. Et donc, on n'avait plus une parole seulement savante dans ce qu'on appelle les médias. Parce que entre les médias dans les années 60 et les médias aujourd'hui, vous voyez que le marché n'a plus rien à voir. La parole d'un François Héran ou de l'ICM sur les questions migratoires a la même valeur médiatique aujourd'hui qu'un chroniqueur sur les réseaux sociaux. Vous voyez ? Non mais, donc, on est parti aussi de ce constat. Et dernier constat, on animait des actions d'éducation populaire autour des questions de laïcité et discrimination. Et on était extrêmement frappé par un discours robuste et peut-être plus virulent qu'avant autour des questions de migration sur un territoire très marqué, puisque sur le passage du parcours de migration vers l'Angleterre avec tout ce qui se passait à Calais, etc. Donc voilà un peu le contexte. On a travaillé, on a coopéré avec le GRDR sur la création des formations, avec, et je les remercie, je vois Marie dans la salle qui a beaucoup travaillé sur le contenu de la formation, Justine également qui a beaucoup travaillé. Vous allez voir, vous allez vivre une séquence tout à l'heure, les mots des migrations. Tout à l'heure, Martine dans la salle disait il faut qu'on puisse répondre, il faut qu'on puisse utiliser les bons mots. Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire se dire les relais d'information que peuvent être les éducateurs, les enseignants, comment eux-mêmes déjà sont bien en phase avec ces différents mots qu'on peut utiliser. Quelle est la différence quand on utilise le mot migrant, quand on utilise le mot réfugié, exilé, etc., etc. Immigrant, immigré, etc. Donc on a fait tout ce travail et on a utilisé les outils de l'éducation populaire pour ces formations. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation académique, où on est face à un public qui nous écoute sagement. On a des outils de l'éducation populaire, plutôt actifs, etc., pour travailler aussi ces questions et comment les personnes formées alimentent aussi le contenu de la formation et éventuellement le font bouger. Voilà un peu sur cette idée. Alors dire aussi que nous, notre particularité à la Ligue de l'enseignement, et là où ça a été productif et intéressant de travailler avec le GRDR, c'est qu'on a pu apporter des visions un peu différentes ou des choses qui étaient un peu dans nos angles morts respectifs. Par exemple, nous, on travaille presque pas ou pas du tout à l'international avec les questions des diasporas, etc. C'est plutôt le cas, même carrément le cas du GRDR, qui a pu apporter du coup ce regard. Et nous, on a eu par contre une attention très particulière sur la question de lier le contenu de formation avec la question du principe de laïcité. Parce qu'à la Ligue de l'enseignement, on a une préoccupation très importante depuis longtemps maintenant, de se dire que si on laisse la
une conception républicaine de la laïcité s'effacer au profit de conceptions identitaires, alors on empêche la possibilité de personnes de construire un projet de société avec des personnes qui n'ont pas nécessairement la religion majoritaire, on va dire, de la majorité des citoyens, etc. Ou la bonne couleur de peau, etc. Vous voyez ? Donc, pour nous, la question de la laïcité était en parallèle avec la question, avait le même traitement que la question des migrations, en fait. Et j'en profite pour dire qu'on est le 9 décembre, et c'est l'anniversaire en plus de la promulgation de la loi de 1905. Et c'est cette conception, en fait, qu'on voulait marquer, liberté de conscience, liberté de culte, liberté d'expression. Donc c'est pour nous assez important. Et alors sur les impacts, l'idée, je ne reviens pas sur la question de l'aide à projet qu'on a pu, puisque certains ont pu, du coup, on les a accompagnés dans l'aide à projet, les personnes formées ont pu faire des actions qui ont en partie été financées, etc. Mais pour moi, l'impact principal, c'était de se dire, on a libéré des personnes qui ne savaient plus comment traiter le sujet avec leur public. C'est-à-dire que les enseignants ou les éducateurs eux-mêmes ne savaient plus quoi dire sur le sujet. Tellement ça peut être crispant, ça peut être politiquement un peu tendu, et du coup on se dit, et en plus on peut avoir un devoir de neutralité dans notre métier, je pense aux enseignants, et du coup de se dire, bon, ok, je vais le traiter, mais à la lettre du programme, et puis, ou alors, comme on peut l'observer aussi sur les questions de laïcité, je vais peut-être esquiver le sujet, hein, forcément, parce que ça peut être difficile. Donc, pour moi, un impact, c'est de se dire comment on leur permet d'aborder le sujet. Et là, je vous renvoie aussi à la plateforme qui a pu être créée, que vous retrouvez dans le livret, la première page des ressources, la plateforme lesmigrationsfontbougerlemonde.org, qui a été alimentée de tout un tas d'outils qui ont été construits, et aussi d'outils qui nous ont été référencés et qu'on a validés avec des participants. Alors, je termine juste, parce que je sais qu'on a tous faim, mais en disant quel est l'atterrissage et peut-être le nouveau contexte dans lequel on prépare éventuellement la deuxième version du projet. Ça reste un sujet fonds de commerce de certaines officines politiques, donc maltraités, un marché de l'info dérégulé, etc. Mais on a une nouvelle inquiétude, c'est justement sur les marges de manœuvre pédagogiques des acteurs avec lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, à la table ronde précédente, on parlait de la pression de certains militants qui viennent parce que s'est installé un centre d'accueil dans une commune de 500 habitants. Alors, j'ai plus la commune en tête. Comment ? Saint-Brévin. Nous, c'est la même chose, mais dans les murs de l'école. C'est-à-dire comment il y a une pression qui va s'exercer sur les enseignants dont on sait qu'ils vont aborder ces questions. Que ce soit les questions autour des migrations ou des questions autour aussi de laïcité. Vous entendez des enseignants aussi qui ne veulent pas aborder des questions de laïcité, pas seulement sur les pressions des identitaires, mais aussi ça peut être des pressions autour des islamistes, etc. Vous voyez très bien de quoi on parle. Et donc, c'est une nouvelle préoccupation, c'est de se dire, nous on l'a senti sur la durée du projet, comment c'était aussi difficile pour notamment des enseignants de participer à nos formations et d'assumer d'y participer. Voilà un peu pour ce qu'on voulait dire sur cette formation. Merci beaucoup Maxime. Effectivement, nous avons Léa Hénon-Baron et Olivier Carmel qui se sont excusés, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais je pense qu'en vous écoutant parler, les éléments qu'ils auraient pu nous apporter sont assez en lumière sur ce panel aujourd'hui. Et en fait, en vous écoutant, j'ai envie de poser une question avant d'ouvrir le micro à la salle. C'est de par vos différentes expériences, justement, avec toutes ces formations, l'éducation, les différents échanges, les actions sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que ça a contribué à changer d'une manière ou d'une autre le regard, le rapport au quotidien entre les populations
par exemple, si je prends la ville de Clermont-Ferrand, local, et les personnes qui sont arrivées, est-ce qu'il y a eu une amélioration ou en tout cas un impact d'une certaine manière? Et aussi, de manière un peu plus extensible, ouverte, les deuxième, troisième générations, est-ce que voilà, ces éléments que vous mettez en place ont contribué aussi à favoriser un meilleur lien en fait, entre tous les membres du territoire finalement? C'est une question ouverte. Hein. Chantal, peut-être Oui, c'est ouvert. Alors, question qui est un peu complexe à répondre, parce que mesurer l'impact de ce que l'on fait, c'est vrai qu'on essaie de le faire, nous, au travers de... on essaie d'évaluer ce qu'on met en place. Est-ce que ça permet effectivement des leviers on le mesure avec effectivement toutes les politiques portées par l'État, on essaie. Moi, ce que je vais dire, plutôt ce que je sens, c'est tout le travail qu'on fait à l'interne de la collectivité. Est-ce qu'on forme les agents de la collectivité, donc de la ville et du CCAS, sur ce sujet, sur le droit des étrangers. On les forme aussi sur leur posture professionnelle dans la question du multiculturel. Et là, on voit qu'aujourd'hui, à l'interne de la ville, on change de discours. On change et on a une ouverture des agents sur ce sujet. Donc déjà, pour nous, c'est très important parce que c'est vraiment comme ça qu'on va porter et qu'on va ouvrir la ville à cet accueil. Donc il y a vraiment un changement de mentalité des agents. Après, et forcément, quand les agents du service civil accueillent et comprennent pourquoi en Érythrée on est tous à peu près nés vers le 1er janvier et qu'ils ont un peu compris pourquoi, eh bien en fait, oui, les gens ils sont mieux accueillis, donc forcément on a un impact. Voilà, moi je le vois. Après, scientifiquement, faut plus de temps pour qu'on puisse le dire. Absolument. Déjà en termes de ressenti, Djeneba ou Mams? Oui, alors effectivement, en tout cas, les différentes actions qu'on peut mener, ça favorise une meilleure connaissance, une meilleure compréhension entre les générations déjà, et aussi entre les cultures. Par exemple, très souvent, les OSIM, en fait, nous, par exemple, notre association, on fait des fêtes culturelles, des festivals culturels où on permet justement de mettre en valeur nos cultures, et ça permet à la fois en fait à tout le monde, à la population en fait, de connaître, de voir en fait différents horizons et différentes cultures et de mieux se connaître et se comprendre. Et les échanges, notamment dans le cadre des jumelages, là aussi, en fait, on a aussi des personnes d'ici, en fait, qui partent aussi dans le cadre de voyages, rencontrer d'autres populations. Là aussi, ça permet toujours, ça contribue à une meilleure connaissance de l'un des uns des autres. Merci, Djeneba. Mams, peut-être? Moi, j'ai une double réponse là-dessus. Il y a à la fois la réponse en tant que jeune dont les parents sont issus de l'immigration, donc jeunes français, qui fait en sorte, pas de s'intégrer, mais de s'insérer dans la société, parce que l'intégration, ça ne me concerne pas. Ça concerne mes parents, ça concerne les primo-arrivants, etc. Moi, je parle d'insertion. Et mon insertion, elle se fait justement avec ma richesse culturelle à la fois française, et à la fois la richesse culturelle de mes parents. Et c'est vrai que ces actions de solidarité internationale ou toute autre action qu'on a pu mettre en place en termes d'interculturalité, ça a permis à ce qu'on puisse, se comprendre, savoir qui nous sommes, savoir qui sont nos parents, de quelle société ils venaient, et ça nous a permis de mieux l'expliquer aussi à ceux qui ne la connaissaient pas, et ça nous a permis aussi de pouvoir nous former afin d'aller vers l'excellence. Et l'excellence aujourd'hui, c'est lorsqu'on voit une Djeneba qui est conseillère municipale, c'est quand on voit différents adjoints au maire, c'est quand on voit des chefs d'entreprise, c'est quand on voit dans le paysage de l'audiovisuel des gens qui viennent d'autres horizons qui nous parlent, auxquels aussi on peut s'identifier. Parce que c'est ça la pluralité aujourd'hui de la France.
La France n'est pas simplement certaines personnes que l'on voit, que l'on entend ici et là, qui sont sur 2 chaînes que je ne regarde plus d'ailleurs, parce que les discours sont nauséabonds. Et moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Après, il y a la vision aussi en tant qu'élu local, c'est comment faire en sorte que l'ensemble de nos administrés puissent être dans un vivre ensemble complet. Et ce vivre ensemble, ça se construit. Ça se construit à travers des actions que vous avez pu mettre en place à Clermont-Ferrand, qui sont mises en place à Noisy-le-Sec, etc., que l'on met en place de manière très régulière dans le 18e arrondissement. Et je crois que le socle de la culture, à un moment donné, il est d'une importance capitale, parce que c'est ce qui permet de véhiculer des messages. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2 socles qui sont importants dans notre société française aujourd'hui, c'est l'éducation et c'est la culture. Et ces 2 pans, normalement, devraient nous amener à mieux se comprendre, mieux se connaître et tout simplement vivre ensemble en harmonie. Merci, Mams. Et en effet, Lexi apporte beaucoup en termes de cohésion, en termes d'insertion. Et pour mener toutes ces actions dont on vient de parler, il faut aussi de l'argent, il faut du financement, il faut aussi souvent aussi des plaidoyers au plus haut niveau, c'est-à-dire politique. Et c'est dans ce sens que je me tourne en fait, parce qu'on a la chance de l'avoir dans la salle aujourd'hui, vers Philippe Cabin, qui représente l'AFD. Aujourd'hui, l'AFD qui est l'Agence française de développement, qui est une agence qui a contribué fortement au financement du projet Odyssée, qui fait aussi qu'on puisse tous se retrouver ici aujourd'hui dans la salle pour vous laisser dire 2 mots. Quelle est justement la suite, en fait, par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, quelle est la suite du point de vue de l'AFD ? Bon, merci beaucoup. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je pense qu'on a pris un peu de retard et puis on est tous impatients d'écouter le professeur Errand. Donc, je voulais juste effectivement d'abord remercier et féliciter le GRDR pour le succès de cette journée. Le programme Odyssée, on le soutient depuis déjà très longtemps, depuis 8-9 ans, je crois. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous, on est l'opérateur de la politique de développement de la France. On a comme mission notamment la sensibilisation des citoyens français et on voit bien que sur cet enjeu d'émigration, cette sensibilisation est absolument indispensable. Vous avez plusieurs intervenants ont parlé des vents un peu mauvais qu'on constate dans notre société, la montée des discours xénophobes. D'ailleurs une xénophobie dont je pense qu'elle est quand même largement surreprésentée dans les médias et dans le discours public, donc d'où l'importance que vous avez évoquée du travail sur les médias, sur les journalistes et la mobilisation de la recherche et de tous les acteurs de terrain. Donc on le soutient, ce projet, depuis pas mal de temps. On est aussi beaucoup sollicité par d'autres organisations qui ont aussi conscience de ces difficultés et donc on accompagne aussi d'autres projets de sensibilisation autour du sujet des migrations. Et bien entendu, vu le contexte, on voit bien que c'est plus utile que jamais. On va continuer à le soutenir. Voilà, merci de votre... Merci beaucoup pour cette intervention. On va profiter que le micro se trouve du côté de la salle pour ouvrir les questions au public. Et on va essayer de diversifier un petit peu. N'hésitez pas, on va prendre 2 questions parce qu'après, ça va être la pause. Avant, il y a la restitution, avant la pause. Donc, on va prendre 2 petites questions et on va faire une petite restitution de la matinée. Oui, absolument. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une question ? Ah, question. Alors, moi, j'en prendrai 2. Donc, une question ici. Bonjour à tous. Donc, Aïssatou, là, je prends la parole en tant que productrice de Toussine, l'émission la plus inclusive au monde. Alors, j'aimerais poser une question à tous. Vous êtes des acteurs sur le terrain, vous êtes des acteurs concernant les migrations. Êtes-vous optimiste ? Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et vu l'atmosphère que nous avons en France, êtes-vous optimiste concernant la suite ? Merci Aïssatou. Une deuxième et dernière question.
Diversifions. C'est très bien, Aïssatou, c'était une vraie question. C'est juste pour mettre un peu la pression. Qui a le micro? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Sakina Diaby et du coup, j'ai une question plus adressée à Monsieur Yafa et Madame Si. Comme moi, je fais partie de la 3e génération et vous avez parlé d'une sorte de différence de discours entre intergénérationnels. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la 3e génération commence à s'impliquer dans les associations villageoises? Parce qu'il y a surtout une peur en ce moment, j'ai l'impression que la 3e génération va peut-être arrêter de cotiser ou va arrêter de faire des projets directement dans les villages. Donc j'aimerais avoir votre avis par rapport à cela du coup. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, on va laisser nos intervenants répondre et ensuite nous allons faire une transition vers notre grand témoin, mais juste avant, la réponse aux questions. Alors, concernant la question si on est optimiste, en tout cas, moi je suis optimiste, malgré que, j'aimerais quand même l'évoquer aujourd'hui, le projet de loi immigration. On en a entendu parler, on est en plein dedans. Donc avec MAMS, on est un collectif d'élus issus de la diaspora, justement, où on est très très inquiet par rapport à ce projet de loi. Donc ce projet de loi immigration qui se dit pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, et qui a été qualifié par le ministre de l'Intérieur, Moussa Darmanin, de texte le plus ferme avec les mesures les plus dures depuis ces 30 dernières années, eh bien, en fait, c'est un projet de loi qui a été voté par le Sénat le 14 novembre 2023, et il est en débat, et ça va s'ouvrir là à l'Assemblée nationale actuellement. Eh bien, c'est un projet de loi utilitariste, répressive et régressive. Et puis, nous demandons justement que ce projet de loi soit abandonné. Donc, nous restons optimistes en l'avenir, nous avons confiance à la société française et aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est notre socle commun, et puis on ne laissera pas justement ces racistes proposer un projet de société néfaste pour la population. Pour répondre... Merci. Ensuite, pour répondre à cette question de 3e génération, effectivement, nous arrivons aujourd'hui à la 3e génération. 3e ou même peut-être, même presque 4e génération. L'enjeu de la première génération, moi je suis plutôt de la 2e génération. L'enjeu de la première génération, c'était justement en fait cette peur, cette crainte de nos parents qui ont quitté leur pays d'origine, de voir en fait leurs enfants être complètement coupés de la culture d'origine, être complètement coupés de leur territoire d'origine. Donc ils ont œuvré pour justement transmettre ce qu'ils avaient à nous transmettre, de faire en sorte, malgré que nous, la 2e génération, en tout cas, nous n'avons pas eu la chance en fait de mettre les pieds en Afrique lorsque nous étions jeunes, parce que vu les difficultés financières et autres de nos parents, on nous a quand même transmis nos cultures d'origine. On est fiers de cela. Nous, aujourd'hui, moi, j'ai des enfants, 3e génération. J'essaie de faire en sorte qu'ils aient le plus souvent possible en Afrique. Et puis, grâce à l'association aussi, les actions que nous mettons en place, eh bien, on fait de l'intergénérationnel. Par exemple, lorsqu'on va en sortie dans les musées, les châteaux, eh bien, en fait, on fait en sorte d'exiger que les parents viennent accompagner leurs enfants. Et donc, du coup, là, il y a un échange qui se fait avec des parents qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent pas, en fait, les monuments ou cette culture, et qui découvrent avec leurs enfants, justement, cela. Et on fait en sorte aussi que les enfants ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qu'il y ait un échange, qui puissent partir aussi sur les territoires, les terres d'origine, pour voir, découvrir la culture et connaître. Merci, Djeneba. Merci, Djeneba. Pour répondre donc à la question de madame, la crainte, elle est absolue de la part, il y a M. Cissé qui est là et d'autres qui sont dans la salle. Cette crainte, d'ailleurs, mon père, avant de décéder, c'était aussi sa crainte de se dire, est-ce que
mes enfants vont cotiser à la caisse villageoise. Moi, je fais partie de ceux, parce que je connaissais extrêmement bien ma culture africaine, qui ont cotisé. Donc, j'ai incité les autres à le faire. Ça a été hyper compliqué, parce qu'ils se sont retrouvés à un moment donné dans une position que j'ai eue avant. Parce que moi, je viens du quartier de la Goutte d'Or, j'ai grandi à la Goutte d'Or, mais j'ai fait mes études dans la Sarthe, dans une ville, dans une sous-préfecture qui s'appelle La Flèche. Donc j'avais une autre culture, qui était aux antipodes de celle que j'aurais pu avoir à la Goutte d'Or, ou que celle que j'aurais pu avoir à Noisy-le-Sec, ou dans certains quartiers que l'on connaît. Donc je revenais à Paris avec cette culture de la France profonde, qui était aux antipodes. Donc j'avais cette vision. Et je regardais mes parents, je regardais ma communauté, si on peut dire ça. Parce que souvent, le mot communauté, c'est compliqué de le dire maintenant, alors que c'est un mot très très beau. Et donc, tout d'un coup, je me suis posé la question, est-ce que je vais... Quand mon père il me disait, va cotiser, je disais, mais cotiser pourquoi ? Je disais, mais moi, ça ne me correspond pas, je ne vois pas de quoi il parle, aller en Afrique, non, moi je suis en France, je suis français, je vais faire ma vie ici, etc. Et je pense que le fait de se connaître, à un moment donné, c'est ce qui m'a permis, en tout cas, et c'est ce qui permet aujourd'hui aux générations futures, notamment aux deuxième, troisième génération, et tout ça, en réalité, c'est quoi ? C'est une question de mobilité. C'est juste une question de mobilité. Et c'est la mobilité qui fera en sorte que les jeunes divers, quelles que soient leurs origines, qu'ils soient arméniens, turcs, etc., marocains et autres, cotiseront ou auront un attrait vers le pays d'origine de leurs parents parce qu'ils auront bénéficié de la mobilité. Pour moi, c'est juste une question de mobilité. Pour revenir à la première question d'Aïssatou, j'ai eu un débat avant-hier dans le bureau du maire du 18e, Éric Lejoindre, avec un journaliste qui a fait un film sur des jeunes de la Goutte d'Or qui ont organisé la CAN des quartiers, qui est passé sur France 3, Île-de-France, il y a quelques jours. Là. Et à un moment donné, donc on parle bien évidemment de la politique française, de l'état du pays actuellement. Et il y a le réalisateur qui s'arrête à un moment donné, il dit, mais vous vous rendez compte, monsieur le maire, que ces jeunes, c'est eux qui ont le discours le plus républicain en ce moment. C'est-à-dire qu'on a des jeunes de quartier qui sont dans un quartier avec des difficultés, qui sont d'origines diverses, et qui finalement, c'est eux qui tiennent le discours républicain du vivre ensemble. Et je crois que ça, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que toutes les actions, les uns et les autres qu'on peut avoir, c'est ça qu'il faut diffuser. C'est les actions que vous faites dans le Nord, c'est les actions que vous faites à Clermont-Ferrand. Et je crois qu'on a besoin de ça, on a besoin de cette fraîcheur, en tout cas en termes de discours, qui va faire le contre-pied. Parce que, évidemment, quand on regarde les statistiques, quand on regarde tout le reste, et nous on le voit en conseil d'arrondissement, c'est pas reluisant et on va vers des temps qui vont être très compliqués dans ce pays. Mais bon, on lâchera pas et on va continuer à lutter. Merci. Merci beaucoup, Mams. J'aimerais remercier, à moins que vous ayez deux mots à dire, remercier en tout cas tous les panélistes, les intervenants, d'avoir été brillantissimes dans vos différentes interventions. Merci au public, sous vos grands applaudissements encore une fois. On va quitter la table ronde, mais avant d'aller déjeuner, nous allons accueillir notre grand témoin. Donc, notre grand témoin aujourd'hui, c'est Monsieur François Errand, qui est démographe, sociologue, anthropologue et siège à Migration et Société du Collège de France. Monsieur François Errand est également le président de l'Institut Convergence Migration. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est à vous, Monsieur le grand témoin. Je sentais la pression croître sur ma tête à mesure que
Voilà, d'abord je voulais dire merci. Pardon, ça y est, vous m'entendez bien? Alors merci beaucoup pour cette invitation. C'est peut-être mieux ça? Voilà, oui, il résonne davantage. Voilà, d'abord je voulais dire à quel point j'ai été vraiment impressionné, admiratif de tout ce qu'on a entendu ce matin, de toutes ces énergies extraordinaires qui ont été mobilisées par les organisateurs du GRDR, toute cette diversité d'actions, d'origine, de méthodes, etc. Et donc, du coup, faire une synthèse là-dessus, c'est extrêmement difficile en réalité. Mais je voulais d'abord dire ça, voilà, à quel point ce matin, ça donne des raisons de ne pas désespérer. Je suis très très souvent invité par des associations. Je passe pas mal de week-ends en province notamment à répondre à des demandes de collectifs d'associations et c'est partout pareil. Il y a une formidable énergie qui là encore évidemment n'est pas assez visible, on ne rend pas assez justice à tout ce travail qui est fait dans les communautés, mot qui effectivement n'est pas très utilisé chez nous, mais dans les professions, dans les communes, dans le monde associatif. Alors, je vais essayer de parcourir rapidement, sans pouvoir rendre justice à toutes les interventions, évidemment, ça n'est pas possible, donner un certain nombre d'indications. Oui, nous vivons une époque difficile, le président Pradel l'a bien rappelé, puisque tous les débats sur le projet de loi Darmanin nous montre que désormais le droit des étrangers, ce qu'on appelle le droit des étrangers, c'est plus du tout le droit des étrangers, c'est le droit à contrôler les étrangers uniquement. Et quand vous lisez les débats, moi je me suis tapé, si j'ose dire, tous les débats au Sénat, ça fait 800 pages quand vous téléchargez. Il faut avoir une certaine abnégation pour lire intégralement les débats. Je ne l'ai pas encore fait pour l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que c'est assez consternant. Et il n'y a quasiment pas une phrase, je parle chez les promoteurs de tous les amendements qui ont été portés, puisqu'il y avait un petit nombre d'articles, 27 articles, il y en a maintenant plus de 100. Donc, eh bien, tout ce qui a été apporté à la loi, c'est fondamentalement comment contrôler davantage les étrangers. Voilà, c'est ça. Et personne ne s'intéresse au sort des intéressés, à leurs conditions de vie, etc. Donc, j'avais été très frappé, par exemple, par le fait que c'est une formidable mesure de fermeté, on va prolonger de 18 mois à 24 mois la durée pendant laquelle qui est nécessaire, qui doit s'écouler avant qu'on demande le regroupement familial. Et donc, je dis toujours, qu'est-ce que ça va ajouter de séparer les conjoints 6 mois de plus? Qu'est-ce que ça va ajouter de séparer les parents et les enfants 6 mois de plus? Ils vont s'embrasser par Skype pendant 6 mois de plus. Ils vont s'offrir davantage. C'est tout ce que ça va faire. Mais non, on a montré qu'on est ferme. Avec ça, on va montrer qu'on est ferme. Beaucoup plus grave encore, si on peut faire des degrés dans toutes ces monstruosités, c'est le fait de passer de 5 ans à 10 ans, le délai pendant duquel on peut demander la naturalisation. Alors que tout le monde sait, toutes les études ont montré que quand on est naturalisé, on a beaucoup plus facilement accès au marché de l'emploi, on s'intègre, on s'insère beaucoup plus facilement. Et donc, je ne suis pas là pour commenter le projet de loi, je vais revenir aux tables rondes. Mais enfin, on voit bien que la grande majorité des mesures qui ont été proposées, ce sont des mesures qui retardent l'intégration. Une politique d'intégration en France, digne de ce nom, devrait faciliter l'intégration, le travail d'intégration de la part de la population française et de la part des immigrés eux-mêmes, ou des demandeurs d'asile. Et là, on fait l'inverse, on retarde l'intégration, on fait tout pour la rendre compliquée, ce qui va créer des problèmes ultérieurs qui dont on se plaindra ensuite. Mais je voulais revenir à la question du double espace. Cette formule proposée donc par les GRDR, qui a une certaine histoire, parce que c'est une réaction que je trouve saine à la fameuse thématique d'Abdelmalek Sayad, ce grand sociologue de la migration, notamment algérienne, qui avait parlé de la double absence, et qui est sur un mode évidemment un peu misérabiliste. On dit, certains jeunes chercheurs disaient, mais c'est terrible d'être
un immigré parce qu'on n'est plus dans son pays, on n'est pas encore dans le pays d'accueil, on est doublement dépossédé d'une insertion naturelle dans un milieu. Et de plus en plus, je vois très bien, et là l'Institut Convergence Migration est un formidable lieu d'observation pour voir comment les jeunes chercheurs, dont une partie non négligeable sont issus de l'immigration, sont immigrés eux-mêmes, perçoivent les choses. Ils parlent de plus en plus de la double présence au lieu de la double absence. C'est-à-dire que, après, ça dépend beaucoup de l'énergie développée par les personnes, de leurs histoires familiales. Il n'y a pas de règle générale. J'insiste sur le fait qu'il y a plusieurs voies, plusieurs facilités, plusieurs trajectoires possibles, et que cette idée qu'il y aurait une norme unique de trajectoire de parcours dans l'intégration, dont le modèle assimilationniste, évidemment, l'exemple extrême, c'est absurde. En fonction des histoires, des familles, des origines, de l'histoire de la colonisation, de la décolonisation aussi, ça compte. Les parcours des personnes sont extrêmement divers. On ne peut pas exiger qu'il y ait une norme unique de parcours. Et en particulier, c'est un peu ce qu'on fait, parce qu'en France, cette double présence, ce que les chercheurs ont appelé le transnational, les pratiques transnationales, c'est-à-dire tout en étant parfaitement inséré dans son pays, dans le nouveau pays, dans le pays qui a été choisi par les parents, eh bien, être capable de garder des contacts intenses avec sa culture d'origine, faire des voyages, aider les familles, s'intéresser au développement des communautés d'origine, eh bien ça, c'est pas dans l'air du temps du législateur. Parce que si vous regardez attentivement la législation, elle est en général très dure pour les comportements transnationaux. Vous regardez par exemple l'admission exceptionnelle au séjour, ce dossier extrêmement compliqué qu'il faut constituer pour suivre les critères de la circulaire Valls et essayer d'obtenir du préfet, s'il est bien gentil, ça dépend de son bon vouloir, un titre de séjour, eh bien, il ne faut surtout pas qu'on ait encore des liens avec le pays d'origine. Si vous avez trop de liens avec le pays d'origine, votre dossier est barré. Le pire, c'est d'avoir encore un enfant au pays d'origine. Alors ça plombe totalement le dossier de demande d'admission exceptionnelle et séjour. Non, il faut être en France, uniquement en France, et avoir tous ses intérêts en France. Et cette logique, elle est encore accentuée, aggravée dans les dossiers de naturalisation, où là, on explique, c'est dans les décrets d'application, qu'il faut avoir tous ces intérêts concentrés sur la France. Or, les chercheurs, j'ai envie de dire les chercheurs du monde entier, ont montré à quel point l'intégration et l'insertion dans les pays, ça dépend aussi de la qualité des relations qu'on garde avec le pays d'origine. Il n'y a aucune contradiction entre le fait d'être inséré dans le pays d'accueil ou de destination, disons, si on ne veut pas être normatif, et le pays d'origine. Et c'est une chose que René Cassin, un des principaux artisans, mais pas le seul, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avait bien dit. Au lendemain de la guerre, il y a les ordonnances du général de Gaulle sur la migration, et il n'y a pas encore de parlement, et lui, il vient d'être nommé par le général de Gaulle vice-président du Conseil d'État, et il est à peu près la seule barrière qui va s'opposer efficacement à l'introduction dans ces ordonnances de textes, de formules qui voulaient hiérarchiser les origines, qui voulaient encore garder quelques éléments de différenciation ethnique dans le droit des migrations. Et Cassin, dans une grande réunion de juristes dont on a gardé le compte-rendu intégral, dit mais non, la République française est parfaitement capable d'intégrer des personnes qui deviendront des Français à part entière, tout en étant loyaux envers leur culture d'origine. Cette formule assez étonnante de la double loyauté. Or, vous savez que la double loyauté, c'est quelque chose qui a été pourchassé notamment par l'extrême droite, pour qui il est impensable d'avoir une double référence patriotique. On peut aimer son pays d'origine comme on peut aimer son pays de destination, il n'y a pas de contradiction. Mais là, c'est vrai que le droit ne va pas pour l'instant dans cette direction-là. Alors, j'ai été très sensible à différentes interventions. Je pense à celle d'Aboubacar Lalo, mais ce n'était pas la seule, qui insistait sur le fait qu'il fallait dépasser le local, qu'il fallait certes s'intéresser à sa communauté locale d'origine, parce que c'est bien là qu'on a été enraciné, c'est de là qu'on a été arraché en quelque sorte,
mais de le dépasser vers la France entière et aussi le dépasser vers l'Europe. J'ai trouvé que cette dimension-là, fédérer des actions, c'est pas moi ça, fédérer des actions locales, il avait évoqué les rencontres de Lille, avec toutes sortes d'interlocuteurs, c'est vraiment très, très important. On a évoqué, bien sûr, ça a été donc par quelqu'un dans l'assistance, le droit à la différence, le problème de la visibilité. En fait, ce qui a été dit, c'est pas que les personnes doivent rester... c'est pas de rendre visibles les personnes, c'est de rendre visibles les actions. Hein. C'était que les actions de tous ces collectifs, de toutes ces associations puissent être visibles. Notre animatrice l'a bien dit, la présentatrice de télévision. Comment donner plus de visibilité à toutes ces actions? Comment, alors là, ça dépend effectivement de toute une mécanique que moi je ne connais pas, mais qui est qu'effectivement il faut fédérer de plus en plus. Bon, la fédération Mandjak, c'est peut-être intéressant, mais peut-être qu'il faut aller au-delà d'un regroupement ethnique, même s'il franchit quelques frontières. Il faut aller sans doute vers la constitution de collectifs qui aient une force à la fois nationale et qui surmonte les frontières à l'intérieur de l'Afrique, puisque nous parlons essentiellement de l'Afrique. Donc je comprends très bien qu'on n'ait pas envie d'être visible, mais le problème c'est que nous vivons dans une société où le visible accroche les regards, malheureusement, et notamment les apparences physiques. Et donc c'est toute la question de la discrimination et du racisme, hein, évidemment, qui se pose. Et donc... être invisible, c'est évidemment un idéal formidable, mais pour l'instant, nous sommes dans une situation intermédiaire où il faut lutter contre les discriminations. Et là, je rappelle toujours, je pense que vraiment, on est en France, mais alors très très mal barré dans la lutte contre les discriminations. Je rappelle que les données de base qui ne sont pas assez connues, mais les très nombreuses enquêtes qui ont été faites, que ce soit sur l'interpellation faciès, il y en a plusieurs maintenant, que ce soit sur l'accès à l'entretien d'embauche, etc. Il commence à y avoir aussi des enquêtes sur le déroulement de la carrière, parce qu'une fois qu'on est embauché, il peut encore y avoir pas mal de discrimination. Montre qu'en gros, les chances d'accès à l'entretien d'embauche, au logement, à tous les biens que la société devrait pouvoir vous accorder, les chances sont divisées par 2, en gros, quand on a le malheur d'afficher un signe d'appartenance au monde du Maghreb ou au monde subsaharien, par 2. Hein. C'est ce qu'on appelle le taux de discrimination. De combien de pourcents vos chances sont-elles diminuées quand vous avez le malheur d'avoir... C'est peut-être parce que je bouge, je ne devrais pas bouger. Non, c'est pas ça. Je devrais parler sans bouger les lèvres, mais c'est un peu difficile. C'est pas grave. Donc... oui, la discrimination, c'est considérable. Et on ne peut pas dire que les pouvoirs publics, même s'il y a quelques plans de temps en temps, etc., soient très solides là-dessus. Et la défenseure des droits, que je voudrais saluer ici, qui a vraiment fait des efforts absolument considérables pour attirer l'attention sur tout ça, elle n'est pas très écoutée. Il arrive même que certains de ces courriers adressés au ministre restent sans réponse, ce qui est scandaleux. Quand on sait le rôle normalement que joue la défenseur des droits, y compris dans la hiérarchie des fonctions à l'intérieur de l'État. Donc le droit à l'indifférence, oui, mais il faut d'abord lutter contre les discriminations. Et c'est vrai qu'on attendrait des autorités des discours, des proclamations beaucoup plus solennelles sur cette question-là. Et il faut bien comprendre que la discrimination, c'est par exemple ne pas avoir d'entretien d'embauche à diplôme égal. Hein. C'est à diplôme égal, à compétence égale que la discrimination vous frappe. Et donc, du coup, il ne suffit pas de faire l'éloge de l'école républicaine pour dire que tout ça va tout régler. Une fois que vous avez parcouru tout le cycle de l'école républicaine, à la sortie, vous avez encore vos chances d'être recruté, d'être admis, de suivre votre parcours, qui sont diminuées par 2 si vous n'avez pas les bonnes origines. Et là, on est totalement à l'encontre des valeurs de la République. Et c'est pour ça qu'à mon avis, dans les actions qu'on mène dans les écoles, bien sûr,
le travail sur la laïcité, c'est un modèle tout à fait intéressant. Mais je dirais, avec cette réserve que je ferais, c'est qu'il n'y a pas un modèle de la laïcité. Personne n'est propriétaire de la laïcité. Il y a plusieurs façons d'envisager la laïcité. Il y en aura toujours. Et de la même façon, il y a plusieurs façons d'envisager l'intégration, d'envisager... on peut, après tout, à titre individuel, rechercher l'assimilation. Il y a des personnes pour qui c'est fondamental. Il y a ceux qui, d'abord, aimeraient bien être simplement insérés économiquement. Il y a ceux qui voudraient pratiquer culturellement, et c'est tout à fait leur droit, me semble-t-il, une sorte de syncrétisme entre la culture d'origine et la culture de destination. Et la musique, par exemple, permet ça. Hein. Nous vivons maintenant dans un univers musical complètement syncrétique. Ça, on l'admet. Dans le monde artistique, déjà, c'est beaucoup plus admis. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels le syncrétisme pourrait avoir ses droits. Et puis, certaines personnes veulent s'émanciper de leur communauté d'origine. Ça existe aussi. Tous ces modèles existent. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait imposer à tout prix un modèle unique d'insertion, d'assimilation dans la société française. Voilà, je pense que l'éducation au droit, l'éducation aux valeurs doit intégrer cette pluralité, parce qu'au fond, on oublie un peu que la République, c'est une variante de la démocratie, on l'oublie parfois, et que la démocratie a une valeur fondamentale qui est le pluralisme. Et le pluralisme, ça vaut aussi pour les trajectoires de l'immigration. Alors je terminerai sur la question qui a été posée à la fin, est-ce qu'on peut être optimiste, est-ce qu'on peut être pessimiste? Un jour, on avait demandé à Françoise Tulkens, qui était la vice-présidente pendant de longues années de la Cour européenne des droits de l'homme, une magnifique juriste belge. Si un jour vous avez l'occasion de la voir, elle est âgée maintenant, elle a une puissance, une dévocation extraordinaire. Et on lui avait demandé, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur l'avenir des droits de l'homme? Et elle a dit, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, parce que les droits de l'homme sont des droits de vigilance. Ça dépend de notre vigilance. Nous n'avons pas à être optimiste ou pessimiste, c'est de notre action que ça va dépendre. Et je voudrais dire que parmi les éléments qui, quand même, me donnent espoir, tout en m'incitant à la vigilance, il y a ce résultat sur lequel j'insiste beaucoup de l'enquête Trajectoire et Origine, qui est une enquête qui avait été faite simultanément par la statistique publique, l'INSEE, et puis la recherche publique, en l'occurrence l'INED, l'Institut d'études démographiques. Et cette enquête avait obtenu pour la première fois de la Commission informatique et liberté le droit de retracer les origines, non plus sur 2 générations, ça on le fait depuis les années 2000, mais sur 3 générations. Donc c'est une enquête où on sait non seulement si la personne, dans quel pays la personne est née, quelle était sa première nationalité, on le sait pour ses parents, mais on le sait aussi maintenant pour les grands-parents, dans le cadre d'une enquête. Le résultat, c'est que 31% des personnes vivant en France, 31% des adultes vivant en France, sont liés à l'immigration sur 1, 2 ou 3 générations. Comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a 31% des adultes français qui sont soit immigrés eux-mêmes, nés étrangers à l'étranger, ont franchi la frontière, etc., soit enfants d'un ou 2 immigrés, soit petits-enfants de 1, 2, 3 ou 4 immigrés. C'est ça, la somme de tout ça, ça fait 31%. Mais en même temps, dans la même enquête, on a un résultat qui n'est pas contradictoire avec celui-là, qui nous dit que seulement 5% de la population adulte a ses 4 grands-parents immigrés. Et même les personnes, par exemple, qui ont une origine liée au Maghreb, ne sont que 20% à avoir leurs 4 grands-parents immigrés. Ça veut dire que dans l'intervalle, pendant ces 3 générations qu'on vient d'évoquer, eh bien, il y a des brassages, il y a des mélanges, il y a des unions mixtes. Je ne dis pas qu'il faut faire une union mixte pour démontrer qu'on est intégré. Ça n'a aucun sens au niveau individuel, évidemment, ça n'a absolument pas de sens juridique ou moral au niveau individuel, mais globalement, il y a un effet de structure, il y a une observation qui est que les populations ne se séparent pas, elles se rapprochent. Et ça, c'est un constat fondamental. Au total, en 3 générations, ce qu'on observe, c'est que les populations se rapprochent, qu'il y a un brassage à la première génération, pas facile, je dis souvent, très difficile de percer le marché matrimonial français dès la première génération, mais à la 2e, ça progresse, à la 3e, beaucoup plus. Et donc,
les populations ne se séparent pas, elles se rapprochent. Et ça, pour moi, c'est un fondement objectif, structurel, qui peut, de mon optimisme. Je me dis quand même qu'au total, et en même temps, c'est la meilleure réfutation possible de la théorie du grand remplacement. Parce que, alors il faut un peu de finesse quand même pour le comprendre, hein, et ça, je ne suis pas sûr que nos adversaires aient toujours la finesse nécessaire. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à mesure que la France avance depuis un siècle, nous savons maintenant que l'identité, le noyau de l'identité française a changé de contour. Et là, dans le dernier bouquin que j'ai publié, je prends l'exemple américain. Les Américains, il y a un siècle, pour eux, les Irlandais, les Slaves, les catholiques, faisaient pas partie de l'identité américaine. C'était des pièces rapportées. Et c'était les citoyens américains central, le mainstream, comme on disait, c'était le blanc anglo-saxon, protestant, etc. Un siècle après, plus personne ne doute aux États-Unis que les personnes ayant des noms juifs, mais aussi arabes, arméniens, slaves, etc., aient apporté une contribution absolument formidable à la science, aux techniques, au développement de façon générale. Mais en France, c'est pareil. Nous vivons la même expérience. Je prends le cas de Rima Abdul-Malak. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez d'elle, mais le fait qu'elle ait un prénom arabe, un patronyme arabe, qu'elle soit une immigrée de la première génération, ne nous fait pas douter de sa francité. Eh bien, le fait qu'on porte un patronyme arménien, juif, etc., ça fait déjà un certain temps, ou j'ai presque envie de dire flamand, espagnol, sicilien. Voilà. Il y a d'ailleurs un homme qui porte un nom maltais, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, un certain Darmanin. Quand vous allez à Malte, vous voyez partout Darmanin, Darmanin, Darmanin. C'est le nom d'une chaîne de magasins de vêtements, magasins de chaussures, de choses comme ça. Et alors les Maltais vous disent « Ah bah oui, vous avez un ministre maltais, c'est formidable. D'ailleurs, les Maltais sont partout, nous sommes partout, etc. » Bon. Et alors il y a une discussion intéressante sur ce que veut dire Darmanin. Lui dit « Ça vient d'Arménie ». Mais les linguistes ne sont pas d'accord. La vérité, c'est que Dar, c'est le mot arabe maison, et que Manin, c'est le nom d'une famille italienne chez qui les ancêtres des Darmanins travaillaient. Voilà. Donc c'est un nom arabo-italien, parce que je rappelle que le maltais n'est pas autre chose qu'une langue arabe. Hein. Et il y a un quiz. Hein. Si vous posez la question, citez-moi l'État membre de l'Union européenne dont la langue officielle est une langue arabe. Et la réponse est Malte. Donc, en même temps que l'anglais, qui est aussi une langue officielle. Donc voilà, M. Darmanin, je vous engage à non seulement évoquer vos origines pour dire que vous êtes un Français de choix, que vos ancêtres ont choisi la France. Sa mère n'était pas femme de ménage, c'était des gardiens du principal immeuble de la Banque de France. Bon, ça change un peu le parcours. Mais en dehors de ces anecdotes, mais que je trouve significatives, nous avons une formidable diversité en France. Donc, et cette diversité, c'est le contraire de la recherche de l'invisibilité. Nous devons rendre visibles les actions qui mènent à valoriser la diversité. Nous devons être capables de comprendre qu'à travers toutes ces actions qui ont été magnifiquement exposées ce matin, eh bien, nous avons en réalité une identité qui est plurielle, qui est de plus en plus complexe. Les contours de ce qu'est l'identité de la France, ce n'est pas la France millénaire, ça n'existe pas, c'est un mythe total. La France n'a jamais été une espèce de cylindre immobile plongé comme ça dans le territoire depuis 1000 ans. Nous avons toujours changé les contours de notre identité et ça continuera et nous en tirerons le plus grand profit. Merci. Merci beaucoup François Héran pour cette très belle restitution et puis je voulais vous remercier tous pour cette matinée, vous surtout public ici participants. On aurait voulu plus d'échanges comme à chaque fois, mais c'est pour ça qu'on aura le déjeuner pour discuter et manger en même temps. Merci à tous les organisateurs, merci à tous les partenaires Odyssée, la Ligue de l'enseignement,
l'Association nationale des villes et territoires accueillants, Via Le Monde, le service international du département de Seine-Saint-Denis, et également l'ICM, l'Institut Convergence Migration, qui nous accueille aujourd'hui. Merci au GRDR et à toutes ses équipes, et merci encore une fois à tous les intervenants pour ce matin. Et à tout à l'heure. Nous reprendrons à 14h30 pour des ateliers au 3e étage et sinon des projections de films ici à 14h30 dans l'auditorium. Le premier sur les différents visages de la diaspora tunisienne. Vous pouvez laisser vos affaires. Et à partir de 16h, un deuxième documentaire sur la question de la repatriation, de la remigration, avec le film Notunga. Pour les ateliers, n'hésitez pas à vous référer, il y a des fiches accrochées dans l'espace mezzanine si vous ne savez plus à quel atelier vous êtes inscrit. À tout à l'heure.